Bon, merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi. Donc on va essayer de s'auto-animer, nous, donc on va voir ce que ça donne pour vous faire un partage d'expérience sur ce qu'on met dans Dordogne. Donc on va peut-être se présenter, ou je vais présenter très rapidement. Je vais présenter très rapidement, d'accord. Les personnes qui sont là. Donc moi, je m'appelle Cécile, je suis directrice générale adjointe des services au Conseil départemental de la Dordogne, où je m'occupe entre autres donc, des questions liées à l'éducation. Donc Marie-Claire qui travaille au collège de Montpont, qui a été notre deuxième collège 100% bio et local en Dordogne. Nicolas qui travaille à Nontron, qui est le chef de cuisine, mais je dirai plus ça parce que je vais me faire engueuler. Voilà, normalement ça fonctionne. Donc à Nontron. Le responsable coordinateur, et donc Jacqueline qui est donc la seconde du responsable coordinateur. C'est là que ça devient compliqué après dans la terminologie. Donc aussi à Nontron. Aurélie qui donc travaille avec moi à la direction de l'éducation, qui est diététicienne, donc sur l'ensemble du plan nutritionnel. Du plan alimentaire, pardon, et Jean-Marc, que je ne vais peut-être pas présenter. Si, il faut que je te présente. Donc, qui au département, parce qu'il travaille aussi au département, il faut quand même le dire, mais pas dans mon service, heureusement. Donc, au service de l'agriculture, donc comme cuisinier formateur pour les collèges en Dordogne. Je reviendrai sur cette organisation un petit peu très rapidement tout à l'heure et sur pourquoi ça fonctionne comme ça. Moi, je vais prendre la parole assez peu de temps, mais juste peut-être pour illustrer finalement ce qui a été ébauché et dit ce matin. On est bien d'accord que sans une volonté politique qui s'affirme, on ne met pas en place un dispositif de 100% bio dans la restauration collective. L'autre chose, c'est que pour que ça fonctionne, ça ne peut pas être seulement un projet de restauration collective. C'est-à-dire que chez nous, en tout cas, et c'est comme ça que ça s'incarne, et c'est ce qui en fait l'intérêt et sans doute le facteur de réussite, c'est que c'est un projet qui s'appuie sur des convictions politiques fortes, mais qui est, on va dire, sur 3 dimensions. C'est globalement un projet de transformation locale qui s'appuie sur de la transformation agricole, et ça c'est vraiment un point indispensable, parce que de toute façon, s'il n'y a pas la production agricole adaptée, de toute façon, on peut toujours s'agiter, on n'y arrivera pas. Donc c'est toute une politique qui se déploie pour favoriser la transformation agricole, pour permettre à la fois une économie digne pour les agriculteurs de notre territoire, diversifiée, donc avec un vrai travail de longue haleine qui a été mis en place sur ce territoire-là. Un vrai souci d'engagement environnemental, parce que ce travail de transformation, c'est un travail en direction de la transformation en agriculture biologique, avec bien sûr l'enjeu de la préservation des ressources et l'enjeu, du coup, aussi pour nous, dans un territoire que je vais qualifier, je ne vais pas dire que c'est le plus beau de France, mais non, je ne vais pas le dire. Si, je regarde des Périgourdins là-bas, voilà, on va se regarder le nombril. Mais en tout cas, un enjeu de préservation des paysages, on l'a partout, mais nous, c'est un enjeu global là-dessus. Et puis, bien évidemment, un enjeu de transformation de la restauration collective, le 3e pilier, avec l'enjeu dont il a été largement question ce matin, qui était un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu social, un enjeu de lutte contre les inégalités sociales. Et ça, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché. C'est aussi le sens pour nous, ce nouveau mandat qui s'ouvre. Je voudrais quand même vous dire que le président du département, Germinal Perrault, aurait adoré être là. Il souhaite vraiment pouvoir venir sur plusieurs rencontres, et il nous l'a dit. Vous savez que les institutions ont leur vie propre, que les élections des conseils départementaux étaient la semaine dernière, que du coup, l'installation des exécutifs se fait à date fixe posée par le code électoral, donc on n'avait pas trop le choix de la date, et que c'était cette semaine, c'était jeudi, donc forcément là c'était un peu court pour venir là, mais c'est quelque chose qu'il veut pouvoir porter pour son territoire, mais qu'il veut pouvoir porter pour dire aussi aux élus pourquoi c'est possible et que c'est possible s'il y a un engagement. Et ça, je pense que c'est un élément qui peut être une force collective, parce que il n'y a rien qui fonctionne mieux quand un élu parle à un autre élu, globalement. Donc ça c'est une première chose. Donc ça c'est l'engagement fort que nous avons et que nous incarnons du coup nous dans la mise en œuvre, bien sûr. Et cette mise en œuvre, elle a du sens que si elle fait collectif en interne au sein d'une collectivité comme la nôtre,
Et c'est important de se dire que ça mobilise beaucoup de compétences différentes et que chacun, là où il est, peut apporter quelque chose à ce projet. Et c'est comme ça qu'on le monte, c'est dans l'animation aussi interne que l'on doit avoir que se construit petit à petit ce projet, puisque pour nous, l'enjeu maintenant, on a expérimenté pendant 3 ans, l'enjeu maintenant, c'est le déploiement. Donc on va y aller beaucoup plus fort. On sait qu'il y a un certain nombre de choses, de freins à lever. C'est ce sur quoi on s'engage, puisque en même temps que ce déploiement, donc sur l'ensemble des collèges du département, on travaillera également à une tarification à 1 € de l'ensemble des cantines. Donc voilà, ça va être un double enjeu qui est quand même assez passionnant. Et à partir du moment où il y a, voilà, les élus s'engagent, ils s'engagent aussi, bien évidemment, à mettre les moyens financiers et bien sûr les moyens humains. Je vais m'y arrêter 2 minutes, puisque moi, ce que je voulais aussi mettre en partage avec vous aujourd'hui, c'était ce que, pour le département de la Dordogne, a représenté le collectif Les Pieds dans le Plat. C'est-à-dire que, grosso modo, sans eux, on ne le faisait pas. Pas seulement parce qu'on leur en a volé 2, même s'ils restent dans le collectif et qu'ils ont intégré le département, mais parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un coup de main, ils sont là, ils viennent de partout et ils arrivent et ils donnent un coup de main. Sinon, on n'y arrive pas. Bon, il va falloir qu'on arrive à se débrouiller tout seul, qu'on gagne en autonomie. Hein, ça, on en est conscient, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, cette bascule-là, on ne l'aurait pas fait sans eux. Et puis bien sûr, par l'engagement de l'ensemble des collègues qui travaillent dans les établissements scolaires. Sans leur engagement, on n'aurait rien fait sans eux. Donc c'est pour ça que je vais leur laisser la parole maintenant. La manière dont on va se faire ce partage d'expérience, c'est que je vais demander donc aux collègues qui travaillent en cuisine dans nos établissements, pour celles qui ont connu, donc pas pour Nicolas pour l'instant, puisque lui, il est arrivé au lancement, avec une démarche personnelle particulière sur laquelle il reviendra, mais donc à Marie-Claire et à Jacqueline, de nous partager finalement quels ont été leurs principaux étonnements à la mise en œuvre de ce projet, puisqu'elles ont connu l'avant et qu'elles connaissent l'après. Alors Marie-Claire, seconde de cuisine au collège de Montpont. Donc un des premiers à avoir eu comme aide précieuse Jean-Marc. Sans lui, le projet bio 100%, les 3 carottes n'auraient pas abouti. Et le après, c'est que du bonheur pour nous. Oui. Et le pendant, très difficile. Il ne faut pas croire que ça s'est fait en une seule journée, ni en une seule année. On a mis quand même 4 ans pour arriver jusque-là. Et le bonheur pour moi, qui suis d'une famille d'agriculteurs, est d'avoir un jardin et les légumes que je cuisinais le matin pour le soir pour mes enfants. J'ai retrouvé ma petite Karine, qui est ma productrice de légumes et qui m'amène le lundi matin ces petites salades qu'elle a cueillies le dimanche parce que soit la météo n'a pas été bonne et qui m'amène tout ça avec une fraîcheur resplendissante comme si j'avais été dans mon propre jardin, me fait énormément plaisir. Après, le fait d'ouvrir les cartonnages, surtout du chou-fleur comme chez vous, là, et que avant, c'était donc mon cartonnage, j'arrivais mon carton de chou-fleur qui était juste défait et juste mis dans la sauteuse ou dans le four pour qu'il soit en vapeur et bon et cuit 20 minutes après. Quand j'ai vu arriver le nombre de légumes, 150 kilos de chou-fleur, où je vais les mettre dans mon frigo déjà, et après comment je vais les cuisiner. Et donc le avant, c'était, on était 4 en cuisine ou 3 en cuisine et on décartonnait. Et on a eu le plaisir d'avoir les dames de petites mains qui faisaient que du ménage et qui sont venues autour de notre table et qu'on a pu discuter et de chou-fleur et de jardin et de beaucoup d'autres choses. Et ce moment de partage a été super. Voilà, ça nous a vraiment rapprochés les uns envers les autres parce que les soucis du travail est très très difficile en tant que femme en cuisine pour soulever donc ces quantités de légumes et quand on est deux à soulever le colis de chou-fleur qui fait 10 ou 12 kilos, c'est plus facile qu'un tout seul déjà. Après, que pourrais-je vous dire d'autre ?
Oui, 1000 repas par jour, voilà. De la maternelle à l'école, au collégien. Ce qui veut dire que quand je mets dans l'assiette à des tout petits de la maternelle, que je fais comme mon collègue que je vois pas du tout, qui part en portage à 10h30, mais quand ils reviennent en 6e et qui découvrent « Ah, tiens, on a mangé ça à la cantine » et qui me regardent, qui mettent justement un visage sur le plat qu'ils avaient mangé avant et qui se disent « C'était excellent, c'était très 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 bon » et je suis ravie. Et je voudrais dire aussi qu'il y a quand même d'autres personnes comme les diététiciennes, parce que nous on est cuisiniers. Voilà, mettre des pâtes avec de la viande, je sais faire, mais le grammage des pâtes avec la viande et ajouter des légumes et pour le bien manger, et surtout la santé, l'apport de beaucoup de viande qu'on donnait aux enfants, mais qu'on n'ajoutait pas spécialement les légumes qui étaient restés un peu dans l'oubli, des anciens légumes qu'on retrouve aussi. Notre petite Aurélie, là, qui a venu tout timidement, et puis nous qui se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous dire, qu'est-ce qu'elle va nous faire, ça y est, voilà, oh là là, elle va nous enlever toute la viande. Bon, eh ben non, 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 non. Elle nous a appris à comment cuisiner donc toute cette viande et apporter tous ces bons légumes et plein d'autres choses. Et je suis très très contente d'avoir changé ma méthode de cuisiner et de nourrir tous mes petits, comme je dis, tous les jours. Voilà, je passe le... Bonjour à tous, donc je suis Jacqueline de Nontron, 600 élèves chaque jour. Alors moi, le bio, ça m'a apporté que du bonheur. En fait, on était une équipe peu soudée, on se tirait dans les pattes et le fait de travailler le bio, on s'est ressoudés. Le matin, les légumes arrivent, on travaille ensemble, c'est complètement différent. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît aussi, c'est de voir... On a essayé de lui faire dire des choses négatives, mais elle ne veut pas. Mais non, c'est que j'en ai pas, je n'ai pas de négatif. Le bonheur aussi de voir arriver le matin, par exemple, le marchand de lait qui nous livre ces 2 gros bidons de lait. Voilà, c'est très bien. Le fait de pouvoir parler aussi avec les petits maraîchers, pour moi, c'est bien, c'est que du bonheur. Je ne sais plus quoi vous dire. Oui, je suis émue. Voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça parce que je ne veux pas refaire une marche arrière. Bonjour, Nicolas, cuisinier, pas chef cuisinier, cuisinier. Alors moi c'est particulier parce que je suis venu après, j'ai pas connu le après, mais j'ai vu dans certains établissements le avant. Voilà, moi je suis issu de la restauration gastronomique. J'ai fait mon apprentissage avec Philippe Etchebest à l'époque. Ah, désolé, mais voilà, c'est escabèche. Après, j'ai passé une douzaine d'années avec Monsieur Ducasse à Paris et Monaco. Je suis revenu sur mes terres, parce que je suis périgourdin, je suis né donc, à Périgueux. Et puis j'ai monté mon affaire qui a très bien marché. Et voilà, j'ai donc vendu mon affaire pour des problèmes de santé, de graves problèmes de santé. Donc j'ai une grosse remise en question. J'ai rencontré des personnes comme Jean-Marc, comme Aurélie, qui m'ont comment dire, fait basculer. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais voilà, qui m'ont fait basculer vers le collectif, vers le projet, et puis c'est que du bonheur. Je n'arrive pas à trouver des choses négatives. On cuisine. Et cuisiner, c'est la vie, quoi. C'est la vie. On se fait plaisir, on est tous ensemble. On partage des moments fabuleux, on danse, le boulot est fait, et on danse, on crie, avec les enfants on partage. Voilà, c'est beau, c'est super beau. Moi, j'ai jamais connu ça avant, dans la restauration gastronomique, qui est très
qui est très, qui est plein d'ego. Et là, tout le monde est pareil. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'appelle chef, parce qu'on est tous cuisiniers. Donc voilà, c'est faisable. C'est faisable de faire du 100% fait maison et en plus bio. Tout ça, c'est faisable. C'est faisable. On peut le faire. On l'a fait et on espère être un modèle, un exemple pour que d'autres petits se fassent, et beaucoup, j'espère. Et tout ça, faut pas l'oublier, pour nos enfants, parce que c'est eux l'avenir. Voilà. Merci. On l'a fait en très peu de temps. On l'a fait en 8 semaines, du 4 janvier jusqu'à la remise du label, enfin jusqu'à maintenant, quoi. Donc c'est faisable. On est passé du coq à l'âne, mais voilà, c'est faisable. On travaille des cochons entiers, des agneaux entiers, des petits producteurs qui viennent à côté, le lait cru, 1 à 2 fois par semaine, on travaille qu'avec ça. C'est bon, c'est goûteux, les enfants ils aiment. C'est moi aussi. mais voilà, on se fait plaisir. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, merci. Des cochons de Dordogne. Bon, c'est difficile de passer après vous trois, là, plein d'émotions. Alors, c'est la première fois qu'on fait cet exercice, quand même. Hein. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Aurélie, je suis diététicienne. Ça fait 1 an et demi, donc je suis au conseil départemental. En parallèle, voilà, membre du collectif depuis le départ. Donc, c'est vrai que c'est une création de poste en nutrition. Donc, moi, ça me plaît, parce qu'il y a tout à faire. Et l'idée, c'est... ma première mission, je suis assez fière de le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai décidé comme ça, mais ça me va très bien. C'était introduction massive du bio dans les collèges. Voilà, c'était même pas l'équilibre alimentaire, c'était l'introduction massive. Donc, j'aimais beaucoup ça. Et donc, voilà, c'est une sacrée aventure humaine. Moi, je l'ai fait pendant 15 ans au sein du collectif, mais finalement assez ponctuellement, sur des temps de formation. Et là, c'est vraiment l'accompagnement au long cours et un travail transversal, un travail d'équipe, un travail... voilà, une aventure humaine. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc là, ma mission, c'est de vous faire part quelque chose de plus terre à terre. C'est qu'en fait, on a 3 collèges 100% bio et l'idée, c'est bien de déployer sur les 35 collèges du département dont on a la compétence. Et donc, pour ça, il fallait qu'on mette en place une méthodologie parce que, évidemment, cet accompagnement, il est très transversal sur plusieurs services, plusieurs directions. Et plus on est de fous, plus on rit et plus on y arrive. Voilà, l'accompagnement collectif, hein, c'est bien ça la force, et c'est ce qu'on essaye de déployer au sein du département. Donc, on a mis en place une méthodologie, alors qui n'est sûrement pas parfaite. Pour l'instant, c'est celle qu'on pense être la bonne après les 3 collèges, mais probablement que ça va évoluer vers d'autres choses. Et donc, on voulait vous en faire part, parce que je pense que ça peut amener après à une discussion, à un débat. Donc, au départ, nous, quand on décide d'accompagner tel collège, alors je vous donne l'exemple là, puisque les 5 prochains collèges, on a décidé de plus intervenir sur un collège isolé en milieu rural, mais d'intervenir sur un territoire. Donc, on a décidé de passer les 5 collèges de Périgueux en 100% bio. Et donc, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on fait une semaine 100% bio local, une semaine en immersion. Donc là, c'est Jean-Marc qui s'occupe. Alors, on fait les menus ensemble, il s'occupe des commandes et il arrive un peu avec un package clé en main de la semaine 100% bio. On travaille bien sur la communication, l'affichage des menus, informer les familles de ce qui va se passer. Et pendant cette semaine, en fait, on réalise des audits parce que pour nous, surtout pour Jean-Marc, il vous le dira après, la meilleure façon de savoir comment ça se passe dans un établissement, c'est d'y être en fait et de cuisiner
pour pouvoir faire ressortir les freins, les leviers de cet établissement. Donc on réalise des audits sur la partie matérielle, sur la partie ressources humaines, sur la partie sécurité au travail et hygiène. Donc en général, ils y vont tous ensemble. C'est un bon audit. Et après, un autre audit où là, c'est plus moi avec mon collègue sur la nutrition et les marchés publics. Parce qu'évidemment, quand on arrive comme ça en cours d'année et qu'ils sont engagés dans un marché public, il faut aussi évaluer ce qu'il leur reste à acheter, leurs engagements. Donc après cette semaine d'immersion, on laisse un petit temps de repos pour que ça mûrisse dans les consciences de chacun. Et après, donc, l'idée, c'est de revenir sur un temps beaucoup plus long. Donc, à Montpont, c'était combien de temps ? C'était beau, mais c'était long. C'était loin aussi. Alors, voilà, donc 28 semaines à Montpont et à Nontron, 8 semaines. 0 à 100. Voilà, donc là, pour nous, c'est cette grande phase d'immersion en cuisine, avec le besoin d'avoir une coordination aussi pour travailler avec les différents services qui sont venus faire l'audit, donc le patrimoine et le bâti, les ressources humaines, le service agriculture, et puis nous, l'éducation. Donc un temps fort de coordination pour cette phase d'immersion. Donc il y a toute la partie formation. Jean-Jacques le disait ce matin, c'est vrai que la partie formation est indispensable. Moi, j'interviens sur ma partie, la nutrition, avec l'agriculture aussi pour découvrir les produits locaux, l'intérêt nutritionnel des aliments bio, comme disait Marie-Claire, les enjeux aussi de santé publique. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que cette formation, cette connaissance, n'existe pas. Enfin, on l'a pas vraiment, quoi. Quand on est cuisinier, on fait des formations sur le GMRCN, sur l'hygiène, mais plus largement sur les enjeux de santé publique et le lien entre ces enjeux et ce qu'il faut mettre dans l'assiette. On l'a pas forcément. Donc c'est un temps, nous, qui nous paraît vraiment important, qui amène aussi à des questions, des questionnements personnels aussi des agents sur leur état de santé, sur je me lève à 4h du matin, je ne prends pas de petit-déj, je grignote dans la matinée, on fait le repas du midi à 10h30. Donc on arrive aussi à parler de ces enjeux de bien-être au travail. Donc après, il y a la partie accompagnement des marchés publics, je suis obligée de lire parce qu'il y en a plein. La partie plan de maîtrise sanitaire, parce qu'on sait qu'il y a toujours des freins. J'utilise du lait cru, les légumes terreux, les œufs coquilles. Tout ça, il faut aussi rassurer les agents. Et puis, là, on va préparer... Donc, à la fin de cette phase d'immersion qui est plus ou moins longue, on va préparer l'accompagnement à la labellisation, donc la labellisation EcoCert. Donc la labellisation EcoCert, et il faut aussi préparer l'après. Ça c'est bon. Du coup, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler là maintenant qu'on commence à avoir des 100% bio. Mais comment on va les accompagner par la suite? Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, Jean-Marc est parti. Peut-être vous pourrez en parler de l'après. Quel accompagnement on met à disposition après. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Je laisse la parole à Jean-Marc puisqu'il s'impatiente. Les questions. Non, c'est moi, si je parlais que politique. Sinon, je parle pas. Parce que je sais pas cuisiner. Mais voilà. Non, ils ont failli me faire chialer, donc j'ai pleuré. Mais quel plaisir à chaque fois de
de vivre ces émotions, parce que c'est vrai que je cuisine très peu quand même. Voilà, on remet un sens à l'être humain, voilà, mais parce que derrière, il y a une conscience politique et qu'on pose des choses politiquement. On se remet à penser, on se remet aussi à lutte et on se remet à se défendre. Parce que dire que tout est facile, c'est pas vrai. Parce qu'en face de nous, l'ennemi, ben, il est sacrément costaud, quoi. Et l'ennemi, nous, on y met des mots en cuisine. Parce qu'on le voit arriver. En plus, il a des photos et tout, il met des catalogues et tout. Et voilà, et c'est quand même le capitalisme qui est là. Et donc, moi, je suis fier du département, du président, parce qu'il sait très bien ce que je fais sur le terrain. Je remets une conscience politique aux gens pour se défendre. Et pour se défendre, et justement, ils travaillent plus, les gens. Ils travaillent plus, mais ils sont solidaires. Ils sont solidaires entre eux, ils apprennent à s'aimer au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi la plus belle des victoires dans ça. C'est que ces citoyens, eh bien, ils récupèrent quelque chose qu'on leur a enlevé. Et manger, t'as un type qui le dit, je sais pas où, manger c'est voter, mais il n'avait pas besoin de l'inventer, on le savait. Et ces personnes-là, ils ont retrouvé une vraie solidarité, une bienveillance, et on peut parler de tout. On peut parler de la loi Egalim. Nous, la loi Egalim, on s'en servi de comment? Pour remettre la laïcité dans les établissements. Moi, on ne fait pas des plats végétariens, nous. On fait des plats pour que tout le monde puisse prendre ce qu'ils veulent. Et on ne parle pas des cultes, nous. On met des plats végétariens, tout le monde mange ce qu'il veut. On fait du porc plutôt de Dordogne et pas de Bretagne, c'est vrai. Mais sinon, voilà. Et ça remet un sens. Et quand on voit le nombre de gens qui ne sont pas allés voter aux élections, et qu'après, il y en a qui disent « Oh, c'est bizarre, tout ça, je ne sais pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. » Nous, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Et ce sens-là, qu'une volonté politique laisse des gens comme moi faire ça au quotidien dans les établissements, eh bien, je le respecte et je suis fier de lui, parce que je sais qu'il y en aurait très peu qui l'auraient fait. Et c'est ce qu'on va essayer de véhiculer avec la SKIC, essayer de porter, à ce qu'on se reprenne ça. Ce que je vous ai dit, tout à l'heure, je disais 5% dans les communes. On met 5% sur l'alimentation de nos gamins, entre l'investissement, la charge des salariés et tout ça. 5%. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. On doit remettre un vrai salaire à tout ça, remettre un vrai prix à tout ça. Et après, on reconstruit des gens comme ça avec Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques qui m'a appris ça, c'est « tu sais pas que tu sais ». Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on leur dit. Parce que on pourra tout comparer. Mais la plus belle chose qu'on ait fait pour moi, sincèrement, hein, c'est pas de faire du bénéfice sur quelque chose. C'est que le service public, c'est pour tous. Il n'y a rien de plus beau que le service public. Rien. Peut-être le mieux, c'est de vous laisser la parole après ça, si vous arrivez après ça. Non, en tout cas, on est preneur de vos retours d'expérience ou de vos questions. Donc effectivement, on n'a pas forcément mis en exergue les difficultés, mais des difficultés, il y en a. Il y en a aussi en Dordogne, parce qu'on a tendance à nous renvoyer aussi le fait que chez nous, c'est facile, il n'y a pas de raison. Pas plus facile chez nous. Et après, effectivement, c'est du coup comment on s'organise pour que ça devienne plus facile. Et c'est ce qu'on essaye nous de porter et de mettre en œuvre. Mais ce qu'on veut porter là, c'est que c'est possible, c'est tout. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, ou des témoignages, ou ce que vous voulez? Rebonjour, ou bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Je représente un autre département, celui qui vous accueille.
donc l'Ille-et-Vilaine. Nous rencontrons, parce que nous sommes plusieurs aussi à travailler, des difficultés. Moi, ce qui m'intéresse dans votre expérience, là, à chacun de vous, c'est lorsque, dans l'étape de l'audit, quels sont on parle de freins dans notre jargon technocratique, mais quels sont vraiment les points les plus difficiles qui apparaissent ou qui est conjoint à vos 3 établissements, peut-être? En ce qui nous concerne, nous, ça peut être parfois le matériel, des locaux exigus, parce que quand nous avons des produits terreux, on a grosso modo tous des légumeries dans nos établissements, c'est une chance, mais elles ne sont pas forcément fonctionnelles. Or, modifier un établissement, c'est pas toujours facile. Donc voilà, adaptation des locaux, est-ce que ça a été le cas pour vos 3 établissements? Est-ce que vous avez dû faire... Je vais être honnête, nous avons eu du retard, nous, dans l'investissement de matériel de production. Donc, on a découvert que nous avions 20 ans de retard sur certains équipements. Donc, ça demande un investissement assez conséquent, à la fois dans de la rénovation, ou comme là, on vient de construire et d'ouvrir 3 nouveaux établissements de 700 couverts moyens jour. Donc, c'est quand même pas des petits. Donc, ça a un coût pour la collectivité aussi. Donc, est-ce que vous avez ça? RH, organisation. Ça m'intéresserait d'entendre les agents de restauration sur l'organisation. Quel changement le plus... On a entendu de convivialité, mais quel changement ça vous a mis dans votre pratique? Est-ce que c'est... je ne sais pas, moi, je passe plus de temps je fais plus de pâtisserie que je ne faisais pas avant. Est-ce que le temps que j'ai dégagé, j'aime éplucher les légumes? Moi, j'entends le contraire. Je ne peux pas éplucher. Voilà, donc ils préfèrent avoir des fruits de qualité, mais déjà épluchés, taillés, et puis faire autre chose. Voilà, ces petites choses-là par rapport. Et nous sommes des collèges, donc nous sommes, comme a dit M. Rollinger, le chien à 2 têtes, puisque les chefs de cuisine et cuisiniers, ce sont mes collègues, mais ceux qui tiennent les cordons de la bourse, c'est l'éducation nationale, c'est les gestionnaires. Donc, je voulais savoir aussi comment vous avez réussi, alors peut-être c'est plus Madame la DGA, les relations avec l'éducation nationale. Je mets le pied dans le plat. Voilà. Alors, si ça peut vous rassurer, on a exactement les mêmes problèmes. Voilà, donc on peut partir et y arriver quand même. Sur la première partie de votre question, vous aviez 20 ans de retard sur les équipements, je pense que nous on en avait 30. Donc l'un dans l'autre, voilà, on va se retrouver là-dessus. Ça nous impose de travailler différemment à l'avenir, la manière dont on mène nos plans pluriannuels d'investissement dans les établissements. Et ça nous renvoie à la relation à l'éducation nationale, finalement. Puisque globalement, la manière dont on travaillait avant le plan pluriannuel d'investissement dans les collèges, c'était à travers un livre blanc qui était accompagné par notre agence technique départementale et nos collègues du patrimoine bâti, mais sur lequel, au motif que l'établissement est un établissement public éducation nationale, on laissait grosso modo le chef d'établissement gérer la concertation en interne pour savoir quelle était la priorité des travaux. Donc, grosso modo, toutes les priorités étaient pédagogiques sur les salles de classe. Donc, jamais n'a été posée la question des espaces qui sont les espaces de vie dans l'établissement en dehors des salles de classe. Donc, je pense que, ne serait-ce que là-dessus, le prochain livre blanc ne sera pas conduit de la même manière et ce ne seront pas les chefs d'établissement qui le piloteront. Voilà, par exemple. Et ça veut dire pour l'ensemble des enjeux, pas seulement de restauration, mais pour l'ensemble des enjeux du collège. Donc, et finalement, c'est ce projet de restauration qui nous fait revoir entièrement la manière de travailler cette question-là. Donc oui, puisque du coup, on se retrouve avec cette problématique. Donc vous dites c'est les gestionnaires qui ont les cordons de la bourse. Alors oui, mais non. Parce qu'ils ont les cordons de la bourse de notre argent. Donc c'est tout le travail qui est à mener, qui n'est pas le plus simple, effectivement, et qui nécessite parfois de la diplomatie, et parfois de la diplomatie plus brutale. Donc voilà, c'est un peu... c'est un peu on s'adapte en fonction de la personne qu'on a en face. Mais il y a un moment, on n'y arrivera pas si on ne prend pas ce pouvoir-là. On le sait aussi. C'est l'expérimentation. Pour le coup, au cas où on avait des doutes, notre expérimentation nous le prouve aujourd'hui. Donc ça veut dire passer ça. Mais à partir du moment où le portage politique est fort, c'est notre compétence.
C'est pas la compétence de l'éducation nationale, c'est notre compétence avec notre argent. À partir du moment où les élus suivent, et là ils ne suivent pas, nous ils devancent, ben, du fait, c'est beaucoup. Ben, voilà, c'est ce qui libère tout. Ça va être fatigant, mais ça va bien se passer. Oui, sur la partie. La partie de légumes terreux. Qu'est-ce que vous appelez légumes terreux? Parce que moi, j'ai pas de légumes terreux. Si, la terre, il pousse dans la terre. Le légume, il pousse pas sur des planches ou sur. Mais voilà, on pistole, on lave, on déterre. Et l'économe, moi, je connais plus l'économe non plus. Je connais que mon couteau. Alors, on n'épluche pas. Comme nous a dit, la vitamine est dans la peau. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Et donc, c'est un bon trempage, par contre. Oui. On pistole la terre et on fait un bon trempage au vinaigre blanc. Et le légume est nickel. Le temps de travail, ouais, les casse-croûtes le matin, le café, on y arrive. Hein. Et le secret, c'est d'avancer tous ensemble. Le matin, on se tape 100, 200 kilos de légumes, mais on le fait tous ensemble. Ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, on lance ses cuissons. Tant que ça cuise, un petit casse-croûte. On revient, on dresse. Parce que malheureusement, avec le Covid, on est obligé de tout dresser individuellement. Et puis après, généralement, à 11h, on prend l'apéro, non, on parle pas. Non, je rigole. À 11h, on attend les enfants et ils arrivent. On a la banane, le sourire, on met la musique, des spotlights s'il faut. Et puis ils passent et on les reconnaît, on va vers eux, on échange, on discute et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Donc il y a des passages un peu négatifs, mais c'est comme partout, quoi. Voilà. Je voulais vous dire que le matériel, on a commencé avec notre matériel d'avant, donc qui n'était pas adapté. Et je remercie le Conseil général je pense que c'est lui, voilà, nous avoir doté de nouveaux appareils, voilà, bien performants. Parce qu'on avait, par exemple, la patateuse pour éplucher les pommes de terre, c'était tout petit, donc pas adapté à nous 600 convives. Et voilà, grâce à ce projet, on a dit nouvelles choses. Oui, alors je vais apporter une petite réponse à madame qui représente le conseil départemental voisin, c'est ça? Ou non, d'ici? Très bien. Donc moi, j'étais chef d'établissement il y a peu de temps. J'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Marc. Et donc je voulais apporter un témoignage et puis un regard un peu différent. Alors effectivement, la problématique du chien de tête, c'est un sac d'embrouille. Bon. Il est possible, moi j'ai travaillé dans 3 établissements différents sur 2 départements différents, le Loiret puis la Dordogne. Et dans ces 3 établissements, on a laissé tomber, on se préoccupait en interne, il n'y avait aucune volonté politique. Hein. Ce n'était pas des projets portés par les parents d'élèves ou autres, ça venait de la direction du collège, donc principal adjoint. Impliquer le gestionnaire, impliquer le chef de cuisine. En réalité, le premier établissement, on a un chef de cuisine qui a eu un accident, donc il a été remplacé au pied levé par quelqu'un du profil de Nico, qui est arrivé de la gastro et qui, lui, est halluciné de voir comment fonctionnait cette cuisine. Les gens avaient des doigts cornés parce qu'ils utilisaient comme matériel de travail des ciseaux pour ouvrir les poches et des ouvre-boîtes, quoi. Et on nourrissait 650 personnes tous les jours avec ça. Bon, donc ce chef a mis en place, et on l'a suivi totalement parce que nous on espérait, mais le précédent n'était pas du tout ouvert à quoi que ce soit. Donc parfois ça bloque à ce niveau-là. Et on a réussi à basculer sur de la saisonnalité, des produits frais, du fait maison, etc. etc. Voilà. Donc là, l'échelon politique, à l'époque, je peux dire, le Loiret, ils sont contrefichés ces histoires-là. Hein. Bon. Ensuite, je suis arrivé en Dordogne, et en Dordogne, avant cette histoire-là, avant l'engagement du conseil départemental sur ce projet-là, mais il y avait déjà un accompagnement financier
sur la compensation du surcoût à l'époque du bio. Et là, on avait des freins, par contre. Donc, je suis arrivé dans un petit établissement au nord de Nontron, justement, le dernier établissement le plus au nord de l'Académie de Bordeaux. Et on a mis en place, alors moi je suis arrivé avec un outil tout simple, il y a AgroBio Dordogne qui avait sorti un petit livret où il y avait un calendrier. Et bon, on a mis en place une commission menu. Et j'ai dit, voilà, moi maintenant, je ne veux plus de produits, je veux plus de boîtes de conserve, plus de poches en plastique, je veux du fait maison. On avait 150 repas, c'était un tout petit truc, hein, 150 repas. Par contre, c'était infâme, hein. C'était infâme. Bon, et les gens, ils mangeaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est perdu, c'est un tout petit territoire. Et on a basculé sur saisonnalité, fait maison, produits locaux. Et puis là, produits locaux, on a cherché autour de nous, on a contractualisé avec un agriculteur, avec un autre, etc. Mais on a atteint un certain plafond de verre à un moment donné. Voilà. Et puis on a pris du bio aussi avec ses producteurs, mais ça a ses limites, tout ça, ça a ses limites. Après, je suis allé sur un autre établissement, à Périgueux justement, et où j'ai enclenché la même démarche. Donc moi, en tant que chef d'établissement, j'ai posé ça. J'avais pas de soutien politique là-dessus. Il n'y avait pas d'indication politique là-dessus. On avait, je dirais, à l'époque, le département encourageait d'aller vers le bio, mais franchement, globalement, pour les chefs d'établissement, la cuisine, ils s'en occupent pas, quoi, parce que faut que ça tourne, faut que ça tombe. Hein, vous savez, 20% de l'énergie corporelle dépensée par le cerveau, donc il faut que les cerveaux puissent fonctionner pendant la journée. Donc voilà, ça c'est la préoccupation. Il faut que ça soit dans le temps horaire, point. Bon, le reste, c'est délégué. C'est délégué. En plus, c'est pas des personnels qu'on gère en direct, sinon de façon fonctionnelle, donc c'est un bazar immonde. Voilà. Bon. Et là, vous faites la même chose. Vous dites, allez, on met en place commission menu, avec plein de gens différents autour de la table. L'infirmière scolaire, le CPE, parce que service de vie scolaire, c'est le plus gros appui que vous puissiez avoir. Hein. Donc, fait maison, saisonnalité, produits locaux, et puis, si possible, bio. Et donc, on a mis ça en place. Mais après, vous butez tout de suite sur l'approvisionnement, tout de suite sur le niveau de compétence. Parce que moi, globalement, dans tous les établissements où je suis passé, la plupart des gens en cuisine, ils n'avaient aucune formation en cuisine. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient incompétents. Il y avait le chef qui avait une formation, et tous les autres autour, mais ils n'avaient pas de formation en cuisine. Alors, il y en avait beaucoup qui étaient compétents par conviction personnelle, plaisir personnel, etc. Mais voilà, donc besoin de formation. Sauf qu'à l'époque, les formations, c'était HACCP, c'était passer des marchés. C'était pas des formations culinaires. Moi, c'est ce qui me manquait. Moi, je disais aux gens, allez vous former. Je regardais les catalogues avec eux, mais ça coïncidait pas. Et donc là, la volonté politique. Alors Jean-Marc est arrivé dans mon collège et on a fait la certification bio en 3 semaines. La certification pas à 100%, à 40%, mais en 3 semaines. Mais parce qu'on avait travaillé depuis 3 ans sur tout ça, quoi. Et si lui n'était pas arrivé, moi, le plafond de verre, il était atteint. Je ne pouvais pas aller au-delà avec ma volonté propre et mes décisions propres. Et là, encore une fois, j'ai un coup de bol extraordinaire de vivre en Dordogne, où Germinal, Perrault, voilà, a une préoccupation politique qui rejoint mes préoccupations de citoyen, puis de chef d'établissement. Bon, voilà. Alors, l'éducation nationale, je vais juste rappeler qu'en primaire, elle n'est pas obligée d'assurer une restauration scolaire. Les communes ne sont pas obligées d'organiser une restauration scolaire en primaire. Hein, c'est le code de l'éducation. Par contre, en collège-lycée, oui. Collège-lycée, on est obligé d'assurer une restauration scolaire. Bon. Et donc, l'enjeu, il est double dans l'éducation nationale. Il est obligation de fournir un repas aux élèves qui sont scolarisés, à tous ceux qui le demandent. Voilà. Et puis la deuxième obligation, c'est l'éducation alimentaire. Voilà. Et là, vous avez sur le site de l'éducation nationale des tas et des tas d'outils et de transcription de tout ça. Voilà. Et donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, allez sur le site de l'éducation nationale. Il y a la mallette des parents, vous pouvez vous mettre les parents d'élèves avec vous. Enfin, voilà. Il y a des tas de partenaires dans et autour de l'école qui peuvent vous aider à rentrer dans les établissements. Mais surtout, d'abord, volonté politique et passer par les CA. Excusez-moi, j'étais un peu loin. Les conseils d'administration. Il a dit aussi le mot HACCP, c'est des formations hygiène. Hein.
Bonjour à tous. Moi, j'avais une question du coup sur la relation qu'il y avait eu avec les producteurs durant ces projets. Parce que du coup, de ce que je comprends, c'est un gros changement, puisqu'on passe de peut-être 0% à 100% d'un coup. Donc, est-ce qu'il y avait déjà les producteurs qui étaient présents et qui pouvaient répondre? Et sinon, comment vous avez fait du coup pour mobiliser aussi les producteurs? Est-ce qu'il y a des producteurs qui sont allés vers la restauration collective? Est-ce que ça a engendré des conversions? Voilà, merci. Eh bien, le président a eu la bonne idée de recruter un cuisinier au service de l'agriculture. Et un cuisinier qui arrive au service de l'agriculture d'un département, la première chose qu'il voit, c'est qu'il n'y a pas de cuisine. C'est des bureaux. Et il voit des bureaux où il y a des techniciens agricoles. Et comme on a un président qui défend ces valeurs-là, la plupart des services d'agriculture sont allés à la région, partout sur la France. Mais lui, il a réussi à garder une compétence agriculture. Et moi, je suis petit-fils de paysan, quoi. Pas d'agriculteur, de paysan. C'est avec ce personne. Et quand je vois un collègue qui passe ses journées à remplir des dossiers RSA, je me dis qu'on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête parce que d'un côté, on est département ou région affilié de la subvention sur des bâtiments, sur du matériel agricole, pour mettre en place du maraîchage, pour aider toutes sortes de choses dans l'agriculture. Et sur le département, on n'est pas capable de consommer ce que ces gens à qui on subventionne, on n'est pas capable de consommer ce qu'ils sont en train de produire. Et donc je me suis dit, le vrai lien, il est là. C'est que moi, en tant que cuisinier, je vais prendre les dossiers RSA, regarder les noms, les appeler et leur dire, on va manger ça et demain à la cantine. Et donc, à l'arrivée, c'est plus de 88 maraîchers en 3 ans en bio qui se sont construits, qui sont décidés d'une reconversion ou de prendre un morceau de terre et de vivre de ça. Et donc après, c'est le vrai lien qu'on a avec la restauration collective. On ne peut pas d'un côté les aider et ne pas consommer ce qu'ils font et aller que chez Auchan et Leclerc, qui va avoir négocié les prix comme des malades, alors que nous, on ne négocie pas les prix. On cuisine, nous. Et donc là-dessus, voilà le vrai lien politique, la jonction qu'il y a. Et comme Cécile le disait, des copains au patrimoine, à la cuisine, à l'agriculture et à l'éducation, il y en a qui en parlent toute la journée. Et bien nous, on a arrêté d'en parler, on l'a fait, ça s'appelle la transversalité. Et on a essayé de se mettre vraiment au plus proche des gens et de consommer ce qu'on avait sur notre territoire. Et dans tous les marchés publics qu'on monte, on aimerait, on essaye de progresser, on va essayer de faire du 3+1, parce que comment on peut mettre dans les marchés publics du maraîchage en montant un marché public d'un an? On est en train de parler de choses du vivant. On plante. Je veux dire, comment on peut dire à quelqu'un, l'année prochaine, moi je veux ça, et parler que des besoins, et négocier les prix? Comment on peut parler que de ça? C'est avoir une calculette dans la tête, et on en oublie le mot santé, on en oublie le mot proximité, et tout ça. Et à l'arrivée, je veux dire, 3+1, pour les gens qui sont en train de nous nourrir, de mettre en terre, eh bien, on doit monter des marchés qui ressemblent juste à des choses humaines. Et donc, les marchés, on les montera comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. On doit s'adapter à ces gens-là. Et on doit se nourrir de ce qu'il y a, de saison, et ainsi de suite. Et c'est là où les compétences de la SCIC et du collectif sont primordiales. C'est 30 ans d'industrialisation où on a perdu toutes les compétences. Quand je reviendrai sur Nicolas. Nicolas, c'était un cuisinier en gastro qui partait le matin, le temps qu'il a tenu son resto, qui partait au marché, qui avait déjà compris ça. Mais s'il vous raconte Masterchef ou les années de gastro, il va vous dire, voilà, il faut que tout soit parfait dans ce monde-là. Que les trucs, ils aient tous la même longueur, les mêmes formes et tout. Ben, c'est pas ça la vie, on le voit bien. Donc je veux dire, c'est juste revenir un petit peu et être un petit peu plus humain qu'on l'a été pendant plein d'années.
juste pour compléter, en Dordogne, on a aussi une plateforme d'approvisionnement en produits bio locaux, donc qui s'appelle Manger Bio Périgord, avec un fonctionnement intéressant parce qu'en fait, ils se sont associés à une logistique de transport. Donc un logisticien qui passait au moins une fois par semaine dans chaque village de Dordogne. Donc c'est vrai que ça a réglé aussi pas mal de problèmes qu'on avait d'approvisionnement parce qu'ils avaient leur petite camionnette et que quand la camionnette était pleine et que là ils avaient une commande, ils ne pouvaient pas l'honorer, quoi. Et après on travaille aussi avec AgriLocal. Voilà. En fait, sur chaque point, on rencontre des problèmes et la chance qu'on a, c'est que à chaque fois, on nous demande de trouver la solution et que, pour le coup, les politiques se chargent de savoir combien ça coûte. C'est peut-être ça aussi qui nous permet d'avancer, puisqu'à chaque fois, il y a une solution. Et pour revenir sur les marchés publics, dont on sait que c'est une contrainte, je pense que justement, ce qui est intéressant, peut-être que d'autres pourront en parler mieux que moi, c'est que c'est intéressant de pouvoir définir son besoin tel que tu l'exprimais là. C'est ça un enjeu. Enfin, le truc intéressant d'un marché public, c'est d'exprimer son besoin. Et donc c'est dans la manière, et en exprimant son besoin, on communique quelque chose, y compris aux politiques. Donc à partir de là, exprimer un besoin, c'est être conscient de ce qu'on fait. Pour moi, c'est l'exercice intéressant dans le marché public au bout du bout. Et si on est conscient de ce qu'on fait, on exprime le besoin différemment. Et du coup, on ne bloque pas avec le marché public des approvisionnements. Juste, des fois, vous utilisez trop d'acronymes ou de syllabes et des fois, le public ne peut pas comprendre. Tu peux expliquer quand tu dis 3+1, Jean-Marc? Non, mais vous n'avez pas écouté Gaël Froten de la cuisine centrale de Bru. C'est-à-dire qu'on peut monter des marchés jusqu'à 4 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on va avoir le marché public et la 4e année, on reconstruit pour 4 ans de plus. Ben voilà. Mais moi, je suis cuisinier, donc si vous voulez, voilà. Pendant longtemps, on nous a pris pour des jambons et on a fait des menus avec des catalogues qu'on nous posait toutes les semaines. Voilà, Pomona, Transgourmet, tous ces gens bien intentionnés. Donc, je veux dire, voilà. Alors, on a eu envie de se renseigner. Et puis, voilà. Et puis, c'est quelque chose qui a été fabriqué, quoi, derrière tout ça. C'est pas assez réfléchi, quand même. Hein. Je veux dire, il y a une cotation en bourse qui est énorme là-dessus. Faire des repas à J+4, J+5, c'est réfléchi. C'est pas... c'est juste une histoire qui est que certaines personnes qui puissent travailler. Je reviendrai là-dessus, mais les cuisines centrales, c'est entre 35 et 40% d'absentéisme. Si après ça, on n'a pas compris les solutions, ça veut dire qu'on n'avancera jamais. Mais je veux dire, on ne peut pas être heureux. Isa a monté un collectif à Paris qui s'appelle Pas d'usine en cuisine. C'est bien pour ça, je veux dire. C'est pas facile de travailler en usine. Je veux dire, et puis ça tient pas la route. Moi, je viens d'un tout petit village que vous pouvez aller visiter, c'est le plus beau du monde. Il s'appelle Belvès. Et pendant des années, il y a eu une parquetterie. Et puis après, voilà, elle n'existe plus parce qu'on la déplace, parce que ça a été racheté par les Pays-Bas, la Chine, le machin. On transporte. Mais c'est pareil avec l'alimentation. Mais à part que l'alimentation, aujourd'hui, elle nous dit quelque chose. C'est que dès qu'il nous arrive la moindre catastrophe, on n'est que des tout petits humains. Et que si on n'a pas une autonomie alimentaire sur un territoire, ça va très très mal se passer. Donc je pense que là-dessus, on a un vrai travail collectif à faire pour protéger les populations, nos gamins. Et, voilà, et là-dessus, il faut créer du collectif. Et je pense aussi parce qu'on n'est que de passage, ça se trouve dans 6 ans, ils en auront marre de tout ce qu'on a fait. Il peut y avoir des élus qui arrivent, d'autres qui pensent différemment. Et c'est pour ça que je les apprends à devenir solidaires et à faire bloc. Je crois qu'il y a des vilains mots, il y a des gens qui ne veulent plus faire de politique. Moi, je veux faire la politique. Et je crois qu'il faut refaire du syndicalisme, mais pas pour se défendre soi-même, mais pour se défendre collectivement. Et ce n'est pas pareil.
Oui, bonjour, moi je représente Manger Bio 35, qui est l'équivalent de Manger Bio en Périgord. On est sur le territoire d'Ille-et-Vilaine depuis 20 ans, avec à peu près 35 producteurs bio. Et ma question, c'est sur les marchés publics, parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique, tant pour les producteurs, pour répondre de façon isolée, ou même pour des collectifs de producteurs que nous représentons, nous, Manger Bio 35 ou Manger Bio Périgord. Et je voulais savoir comment s'étaient organisés les appels d'offres des collèges sur votre territoire. Nous, on a 2 groupements d'achat sur les collèges et lycées, un de 17 collèges et lycées, ce qui est assez acceptable encore pour répondre à des appels d'offres de groupements de collèges ou de lycées, et un autre qui fait 75 collèges et lycées. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique pour nous, pour s'inscrire dans ces appels d'offres qui sont démesurés, qui sont complètement démesurés pour des offres de territoire et qu'on essaye de territoire, quoi. Donc je voulais savoir comment... Alors vous êtes un plus petit département en termes de nombre d'établissements, mais vous faites un gros appel d'offres, vous faites des appels d'offres de collèges par territoire, comment vous organisez ? Alors on est en cours d'organisation sur ces questions-là, puisque pour l'instant, effectivement, ce sont des groupements de commandes qui étaient organisés par les agents comptables de 2 établissements, donc pour regrouper un maximum d'établissements collèges et lycées. On sait que ça n'est pas opérant. Donc pour l'instant, sur les collèges en expérimentation, ce sont les équipes du département qui ont accompagné pour que les marchés soient faits à l'échelon de l'établissement. C'est sans doute le modèle vers lequel on va aller pour l'ensemble des autres établissements. On a réfléchi à faire... Si nous, on porte un groupement de commandes, on aura la même problématique que quand ils étaient portés, de toute façon, par les agents comptables éducation nationale. Il n'y a pas de raison. Même si on peut les écrire différemment, même si on a des demandes différentes, on aura du mal à faire vraiment du territoire autour de l'établissement. Parce que l'un des enjeux du projet, vous l'avez compris, c'est bien de faire territoire et que ces établissements ne soient pas en hors-sol sur le territoire, mais que la communauté éducative, elle participe de la communauté globale. Donc ça se monte forcément à l'échelle de l'établissement. Donc c'est autant de marchés que d'établissements. Alors après, on n'en a pas 2000, hein, donc c'est un avantage certain, mais c'est du coup, effectivement, presque 2 personnes qui vont faire que ça. Sans compter tout le travail en amont, effectivement, d'avoir un bon repérage de l'ensemble des producteurs qui sont sur le territoire, de savoir comment on le monte pour que ceux qui ne peuvent pas rentrer tout de suite puissent quand même rejoindre l'achat public. C'est tout cet accompagnement-là, ça nécessite aussi un accompagnement. Donc on est en train de structurer cette partie-là, qui était la partie la moins structurée pour l'instant. On était dans l'accompagnement de chaque établissement au moment de l'expérimentation, mais pas dans le... Voilà, ça nous a permis de voir comment on pouvait travailler la question globale de l'achat public et du coup passer sur cet enjeu de durée de marché qui permet de mieux travailler la production en amont. Et on a invité, dans un premier temps, les établissements à ne pas réadhérer au groupement de commandes. On a réinvité les établissements à ne pas adhérer au groupement de commandes et on a fini par dire d'arrêter d'adhérer au groupement de commandes. Voilà, de manière un peu plus formelle. Ça a créé des frictions. Hein. C'est typiquement une difficulté qu'on a dû traverser. Ça, c'est sûr. Mais on ne pouvait pas, absolument pas mettre en œuvre le projet dans le cadre des groupements de commandes existants. Donc voilà. Oui, la difficulté... c'est vrai que quand on va dans les établissements, même avant de démarrer le projet 100% bio, enfin dans la dynamique d'aller vers le plus de bio possible et surtout d'être en 100% fait maison, parce qu'avant tout, il y a 35 collèges, là on fait les 5 prochains, mais donc il y en a... il y en a 28 quoi, qui sont dans la démarche en attendant de passer en 100%. Et donc l'accompagnement, la difficulté qu'on rencontre, c'est que quand on va dans les établissements, ils ne savent absolument pas évaluer leurs besoins alimentaires, leurs besoins en denrées à l'année. Et en plus, quand on transforme vers du 100% fait maison, on se retrouve avec une quantité de préparation pour lesquelles il faut trouver une alternative en fait maison.
quand il y a des friands, des crêpes surgelées, des pizzas tous les jours ou tous les 2 jours, à un moment donné, voilà, faut passer le cap de trouver l'alternative. Donc après, il faut évaluer ses besoins. Du coup, moi, j'avais réfléchi à un outil, puisque, en fait, avec le collectif, donc les diététiciens nutritionnistes, on a créé un plan alimentaire. On a voulu sortir du GMRCN, qui pour nous nous convenait pas, puisque si on appliquait le GMRCN en 100% bio, ça marchait pas. Et puis voilà, GMRCN, c'est en fait les recommandations pour la restauration collective. Donc c'est ce qui vous donne un cadre à respecter pour concevoir les menus avec des fréquences, des grammages. Mais ça a été fait par le ministère des Finances. Voilà. Et dans le groupe de travail, vous avez aussi beaucoup d'industries agroalimentaires, etc. Bon, en plus, là, il est un peu en off, il va y en avoir un autre. Bon. Mais nous, avec le collectif, on voulait vraiment créer ce plan alimentaire en 100% fait maison, bio, local. Donc, qu'on pouvait adapter après à chaque territoire, parce que nous, en Dordogne, on met un petit peu moins de poissons qu'en Bretagne, par exemple. Et à partir de ce plan alimentaire, c'était assez simple d'avoir une vision à l'année des besoins pour un établissement avec un effectif donné. Et à partir de là, ça nous faisait une bonne base de travail pour anticiper, et avec notre collègue de l'agriculture qui s'occupe de faire du sourcing, anticiper les besoins par famille d'aliments et dire, voilà, pour cet établissement, on sait qu'on a la production de farine, on sait qu'on a la production en pommes de terre, en lentilles, et à partir de là, nous, on sait aussi comment on doit construire les lots. L'allotissement, ce que disait Gaëlle ce matin, c'est essentiel pour pouvoir y répondre. Et c'est là où les groupements de marché, nous, c'était un frein, parce que c'était des groupements de marché avec la région. Et forcément, c'était des volumes où... voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, en fait, sur Montpont et Nontron, on a fait des marchés accords cadres multi-attributaires. Bon, c'est un terme un peu technique. Mais en fait, on a 2 voire 3 fournisseurs, et on l'a fait en volume financier et pas en volume de denrées. Ce qui fait que, notamment pour la partie légumes et fruits, c'est beaucoup plus simple à gérer par rapport à la saisonnalité, parce qu'on ne s'est pas arrêté à un volume à respecter pour une carotte ou un potimarron, etc. Attendez, je vous donne le micro. Oui, bonjour tout le monde. Et avez-vous essaimé? C'est-à-dire, est-ce que les communes, maintenant, qui ont la gestion des cantines scolaires, est-ce qu'elles se tournent aussi vers le bio, et comment vous avancez de ce côté-là? Alors, les communes avaient déjà aussi commencé. Effectivement, la démarche les incite à y réfléchir et à le déployer. Donc après, elles se tournent vers le département pour voir quel accompagnement on peut faire. Et donc le choix que nous avons fait pour le coup, c'est parce qu'on m'a interdit de cloner, parce que le clonage c'est mal. Donc de cloner Aurélie et Jean-Marc. Donc du coup, on a décidé d'aller chercher des compétences pour faire cet accompagnement des communes via un marché public. Et donc c'est le collectif qui accompagnera en formation les communes qui souhaitent passer au dispositif 100% bio. En revanche, pour qu'on ne se retrouve pas non plus submergé de demandes, l'enjeu est de le faire vraiment pour les communes qui veulent être sur du 100% bio local fait maison, sur le même dispositif que le département. Celles qui veulent juste arriver à 20%, etc., elles vont se débrouiller. Sans nous, en tout cas, elles se trouveront sans doute d'autres moyens, mais l'idée, c'était bien de pouvoir le mobiliser sur un dispositif similaire. Voilà. Je veux revenir sur les marchés publics. Ça fait bien avant que je sois au département. Le collectif Les Pieds dans le Plat a été pionnier dans
la commercialisation des plateformes sur toute la France, parce qu'on était les meilleurs commerciaux des plateformes. Et là-dessus, j'ai souvent dit à votre président, c'est Vincent Rosé, je crois, c'est ça, hein, national. Donc c'est pareil là-dessus. Pour moi, c'est primordial, quand je fais une intervention et que je prends mes RTT ou mon congé pour faire une formation pour les pieds dans le plat, les seuls que je mets en avant, c'est les plateformes. Tout le temps. Par contre, il est hors de question que je prenne un jour de congé pour aller défendre les sociétés privées et former du personnel, même si je le plains et que je ferai tout pour le soutenir. Parce que je ne vais pas aller aider ceux qui ont fait qu'on soit là aujourd'hui en train de faire les cons. Je préfère être avec mes enfants et mes petits-enfants. Donc ça, aller défendre le diable, il n'en est pas question. Aller défendre des choses qui ne fonctionnent pas, il n'en est pas question. Soit le politique reprend la main et avance, parce qu'à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a la maîtrise du coût partout. Et on laisse 80-90% d'économies sur le territoire. Donc il faut arrêter de mettre des excuses devant tout. Et les marchés publics, faire des groupements monstrueux, ça n'a jamais marché et ça ne marche pas. Ça a mis en concurrence que c'est juste totalement déloyal. Et un marché public, normalement, il devrait être loyal. On ne peut pas mettre autour de la table, comme je l'ai vu en Dordogne quand je suis arrivé, un producteur qui fait du fromage de brebis avec Transgourmet et Pomona autour de la table. C'est totalement inadmissible, c'est totalement déloyal. C'était effectivement la question que je voulais vous poser. Effectivement, là, vous avez un parti pris qui est assez fort. Et quelle est justement votre relation? Comment s'organise aussi autour de vous, j'imagine, l'industrie agroalimentaire? Vous parlez de Pomona, peut-être la Chambre d'agriculture, peut-être la FNSEA, je ne sais pas. Mais j'imagine que vous n'avez pas que des amis. Et du coup, comment ça se passe? Puisque c'est aussi des forces puissantes dans nos restaurations. D'accord. Non, le premier 100% bio, j'ai eu une réaction très négative des JA, de la FNSEA. Et bien on s'est parlé, quoi. Depuis que je suis au département, je crois qu'on n'a jamais passé autant de viande dans les collèges de Dordogne. Parce que, est-ce que c'est passé de la viande de mettre un cordon bleu, ou un gnocchi, ou un nugget? Est-ce que c'est passé de la viande? Moi, je ne pense pas. En quantité. Moi, je pense que mettre de la viande, c'est déjà respecter l'animal. Pour moi, le respect de l'animal, c'est de passer des bêtes entières. On est sur une génération où on le voit, les gens ne vont pas voter, mais on passe le temps à se foutre sur la gueule. On n'est pas capable de parler à son voisin, et là, on le voit bien. Moi, je suis la génération où je tenais les pattes du poulet avec ma mamie, et on mangeait même le sang, on faisait une sanguette. Je mangeais l'intégralité du poulet. Et en étant au service de l'agriculture, quand je vois les bâtiments à poulets de 21 000, 22 000 poulets qui sont livrés, subventionnés, derrière, c'est revendu, nous on voit sur des trucs comme KFC, c'est 21 centimes pièce. Vous avez dû voir le film de Canet ou ainsi de suite, mais ça c'est la triste réalité. La première année où je suis arrivé au service agriculture, j'ai vu un monsieur qui venait demander, il était au secours, il demandait au secours. Il n'arrivait plus à vivre avec ces sociétés qui lui avaient posé les bâtiments, l'alimentation et les poulets. Mais voilà, il fait partie de la même... on n'a pas tourné un film sur lui, mais il fait partie des mêmes personnages que le film montre. Et donc, derrière ça, on le met en place petit à petit, mais on est en train de tout reconstruire. Parce qu'il faut remonter un peu en arrière. Le président c'est dans la durée qu'on va le faire, le président remet des moyens là-dedans. Et pendant des années, on n'a pas mis, parce que voilà, on ne pensait pas, et Darcos l'avait dit à une époque, l'alimentation, c'est pas primordial, l'important c'est l'éducation. Mais pourtant, comme le dit, l'éducation alimentaire fait partie des projets. Mais bon, dans les textes, on lit ce qu'on veut. Et à Nontron, à Montpont, si on tue un animal, on le consomme dans son intégralité. Sinon, on ne le respecte pas, quoi. Et puis, ça coûte cher.
Une vache, on va y manger à 450, 500 personnes. Je veux dire, avec 1 hectare de soja, on fait 35 000 plats. Donc, je veux dire, on ne pourra pas, en étant aussi nombreux sur la planète dans quelques temps, continuer à manger la viande comme on fait. Donc, moi, comme je suis un viandard et que j'aime ça, j'ai beaucoup de respect par rapport à ça. Je suis né là-dedans. J'essaye de me passer de viande très longtemps, des fois. Des fois, j'ai du mal parce que, voilà, et je suis d'une famille comme ça, mais j'essaye de faire bouger ma conscience et d'aller vers moins de viande. Et de passer des semaines, des mois sans manger de viande. Mais si j'en mange, je la mangerai dans son intégralité. Je ne tuerai pas un animal pour manger que certains morceaux. Mais ça, c'est un combat citoyen. Si on continue à acheter au supermarché des ailes que le blanc et qu'un truc comme ça d'un animal, je veux dire, pour moi, c'est là-dessus qu'on a créé que de la haine. Avec des gens qui mangent plus du tout de viande, qui se foutent sur la gueule sur ceux qui mangent la viande, alors que culturellement, comme nous en Périgord, dire on arrête la viande demain, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Moi, je rêve qu'on fasse, je travaille là-dessus, qu'on fasse plus que du foie gras et des semences paysannes, mais qu'on en mange qu'à Noël et aux fêtes, ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Qu'il n'y en ait pas toute l'année dans tous les magasins avec une qualité mais totalement médiocre et nulle. Moi, ce que je veux, c'est le goût que j'ai depuis que je suis tout petit de ma grand-mère. Parce que ça me parle et que ça a une histoire. Pour ajouter, par rapport à la viande notamment, l'idée aussi, c'est sur le côté RH, de travailler le bien-être au travail et la revalorisation du métier. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans beaucoup d'établissements, on a des compétences de boucher, on a des compétences de charcutier, mais qui finalement cuisinaient plus et mettaient pas du tout en avant toute cette formation qu'ils avaient eue. Et là, notamment à Montpont, ils ont eu dans leur équipe un boucher qui est arrivé. Donc, ce qui a vraiment permis de travailler ces carcasses entières. Et on aimerait faire la même chose sur de la pâtisserie, parce que Jean-Jacques en parlait ce matin avec sa tarte aux pommes, une journée de travail. Voilà, il faut absolument remettre des pâtisseries maison. Alors, nous, dans le plan alimentaire, on propose 1 fois par semaine, mais parce que la pâtisserie, c'est là aussi où il y a le plus de produits chimiques et d'additifs. Et il y a des pâtissiers aussi, mais encore une fois, les formations hygiène n'ont pas fait beaucoup de bien. Le lait cru, le beurre, les œufs, tout ça, c'était dangereux. Donc on essaye de travailler là-dessus pour que l'accompagnement soit global et qu'on intervienne aussi sur tout le repas, quoi. L'entrée au dessert. Oui, je voulais dire que depuis janvier, c'est pas très vieux, donc on a un jeune homme qui était boucher dans des grandes boucheries toute la matinée. Il faisait que des jambons, le pauvre. Il désossait pour du jambon. Il avait les coudes et les poignets. La nuit, il sentait plus rien. Et ça fait juste 6 mois qu'il est avec nous et qu'il retrouve la santé et la joie de vivre. Voilà, et il va nous cuisiner certainement, il nous a déjà cuisiné, Jean-Marc, des agneaux entiers cuits dans notre superbe four, que l'on remercie. Oui. Et on va, oui, voilà. Et nous allons, je ne sais pas si Jean-Marc va arriver à nous trouver le producteur, justement, je ne sais pas qui c'est qui parlait de producteur là, de viande, parce que les pauvres aussi, les carcasses... entière, qu'on puisse arriver à nous mettre un bon bœuf bien gras, bien nourri sur la table et que les enfants soient contents. Et nous aussi de travailler de la bonne nourriture. Voilà. Oui, bonjour. Je m'intéresse là, en vous écoutant, à la fois aux familles,
qui payent le prix du repas. Voilà, j'aimerais bien savoir comment elles réagissent, comment vous fixez le prix du repas, quel est-il tout simplement déjà. Ça m'intéresse. Le président du conseil départemental, il n'est pas là, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il y ait un tel basculement, je veux dire, et un tel choix, avec des rencontres humaines hein, que j'ai comprises. Et puis, enfin, les élèves, les collégiens, les collégiennes. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est démarré le 100% bio, là, je ne sais plus. C'est démarré. Ça fait 3 ans, en fait, 3 ans. qu'on expérimente. Hein. Oui, d'accord. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir déjà quels sont les changements éventuels de comportement que vous avez observés ou que vous observez en termes d'abord de restauration, d'une part, mais est-ce que ça entraîne des changements de comportement et de relations, d'ambiance dans les collèges et aussi sur le plan scolaire, le plan éducatif? Est-ce que vous remarquez des changements ou pas? Alors, 3 ans, c'est court. Hein. Et d'un point de vue santé aussi, est-ce que vous avez mis en place, ou est-ce que vous comptez le faire, je ne sais pas, est-ce que vous comptez mettre en place un suivi, c'est peut-être pas le terme, hein, mais quelque chose qui ressemblerait à l'évaluation sanitaire, enfin, la répercussion de ce nouveau mode de restauration, de cette restauration 100% bio, sur les collégiens et les collégiennes. Parce que je trouve très, très, très important cet aspect-là. Et puis, alors, l'indicateur majeur, c'est d'abord le plaisir. Hein. Moi j'apprécie de vous entendre travailler ensemble avec un plaisir. Mais les collégiens, les collégiennes, quels sont les effets chez eux, quoi? Alors, ça m'intéresse bien, quoi. Et notamment sur le plan santé, parce que vous dites que vous travaillez avec toute la communauté éducative, notamment la médecine scolaire. Moi, ça m'intéresse bien d'avoir votre retour, ou si vous le prévoyez. Merci. Je fais un morceau de réponse, tu fais l'autre, mais je pense que ça serait bien qu'eux fassent aussi un morceau de réponse sur le réel. Alors, il y avait beaucoup de questions dans votre intervention, mais dites donc. Dans ce qui a pris au président du conseil départemental, puisque vous le formulez comme ça, c'est un long cheminement, c'est pas du jour au lendemain. Après, je vais pas parler pour lui plus que ça, mais c'est quand même à la fois son engagement de longue date sur les enjeux de politique agricole, d'une part, et le fait que ce soit un enseignant aussi au départ. Enfin, voilà. Donc, il a quand même un peu la double vision et l'attachement au rôle de l'éducation, voilà, c'est son métier. Hein, il est instit. Même si on dit professeur des écoles aujourd'hui, il est profondément un instit. Et ça, je pense que c'est important. Donc, effectivement, plutôt spécialisé dans les côtés politiques, dans les enjeux agricoles. Et il en avait fait état lorsqu'il y a eu la remise du label Ecocert à Nontron. Ça fait fort longtemps qu'il il était très inquiet de la manière dont on pouvait construire une politique agricole relocalisée. Pour lui, c'était l'enjeu. Il y a un enjeu fondamental de relocalisation de la production agricole pour une autonomie des territoires et une juste rémunération des agriculteurs. Et effectivement, à partir du moment où il a été élu président, puisque c'était son premier mandat, hein, celui qui s'est terminé là, je pense que pour lui, c'était une évidence que ce fonctionnement circulaire qui a été bien décrit ce matin, y compris par le maraîcher qui était là, qui disait finalement je suis en fin de parcours, je suis en début de parcours, ce qui est totalement ça. Ce fonctionnement circulaire, c'était une solution à travailler. Donc voilà une partie de son cheminement et de son engagement né de finalement, c'est d'avoir depuis toujours un pied dans l'agriculture, un pied dans l'éducation. Donc et à partir du moment où il est aux manettes, il peut effectivement basculer. Et puis il rencontre Jean-Marc, il faut bien le dire. Ça, voilà. Et à partir de là, toi, tu lui dis que c'est possible. C'est quelqu'un. Voilà, Germinal, il a l'intuition. Et toi, tu lui dis que c'est possible. Et à partir de là, on y va. Moi, je lui ai demandé du fric. Non, parce qu'on fait les rencontres nationales à Marsanais. C'est une rencontre avec un président que je connais, avec qui était venu me voir à l'école quand il était député, qui croyait en ça, qui est quelqu'un de terrain, qui n'a jamais perdu ça,
J'ai fait 23 dates de rencontres citoyennes avec lui. J'ai vu quelqu'un qui connaissait son territoire, mais par cœur, qui était proche de chaque personne, qui est à l'écoute tout le temps de discussions qui ne sont pas forcément tout le temps, qui sont des fois compliquées. Mais je trouvais un respect politique d'un être humain. Donc voilà, après, il s'appelle Germinal, il ne peut pas avoir que du mauvais, quoi. Puis voilà, et puis une confiance, quoi. Une confiance de laisser travailler les ouvriers, quoi. Nous, en bas, et de nous faire confiance en sachant qu'on allait faire du militantisme, quand même. Chose compliquée, quand même, pour les politiques. Et donc ça, c'est un vrai courage pour moi, envers son administration, qui a compris, qui a partagé, qui a été très ouverte. Dès qu'ils ont assimilé ce que représentait le collectif, ça a été très très fort, parce que on peut tous avoir des compétences, mais collectivement on en a plus. Et ça c'est primordial. Et juste un mot par rapport aux enfants. Moi j'ai vécu depuis mes 18 ans, j'ai 49 balais, depuis mes 18 ans je suis en restauration collective. J'ai fait des lycées, des collèges. Et je suis reparti 10 ans dans cette école où j'ai eu la chance de faire cette école 100% bio. Les enfants, je vous en veux pas, mais ça m'énerve qu'on me pose la question de savoir comment le vivent les enfants. Parce qu'on ne me pose jamais la question quand ils sont en conventionnel et qu'ils bouffent des produits chimiques toute la journée. Il n'y a pas de révolte citoyenne des parents devant les établissements, alors qu'on les drogue toute la journée. Et quand on passe en 100% bio, sur le premier collège, comme à Belvès, qui n'est pas là, il y a eu 3 familles. Ils nous ont dit, ouais, la bio, ça n'existe pas, dans le champ à côté, c'est pollué. Ouais, d'accord, oui. Même Thomas Pesquet, là où il a trouvé de la pollution. Donc, je veux dire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sans rien faire, ou on essaye de faire quelque chose dans ce monde anxiogène? Donc, par rapport aux enfants, moi, je trouve que ça se passe super bien. Et bien sûr, pour moi, la plus grosse souffrance, c'est quand il y a des enfants d'agriculteurs en conventionnel et qu'on parle toujours de bio. C'est pour ça que nous, on essaye de parler du fait maison, de travailler que des produits bruts. Et bien sûr qu'on fait que du bio. Mais d'abord, on refait du fait maison, parce que ça fait travailler le plus grand nombre de nos producteurs et cette économie locale. Donc voilà. Nico ? Ouais, mais t'as tout dit, hein. Peut-être juste sur les retours, parce que c'est quand même des retours. Les retours, ils sont parfois bons, parfois pas bons. C'est des vrais changements d'habitudes alimentaires. C'est un choc pour les enfants aussi, hein, de passer du super salé, super sucré, la merde qu'ils bouffaient avant, quoi, à ce qu'on leur fait maintenant. Mais les retours sont globalement très bons. Très bons. Après, il faut accompagner. On a passé une phase de former le personnel, mais maintenant, voilà, c'est la rentrée. Moi, je m'attaque au côté pédagogique avec les enfants. C'est-à-dire que voilà, il faut les accompagner. Tous les professeurs sont avec nous. On va créer des bio-délégués. On va faire venir des producteurs pendant des services pour justement présenter les enfants et se présenter mutuellement, pardon, et faire venir les enfants en cuisine. Alors, on va mettre en place à la rentrée un petit quart d'heure par matin, par prof peut-être, une classe qui viendra en cuisine voir comment on fait, comment on travaille, et leur expliquer surtout. Il faut de la communication, c'est très important. Donc voilà, on va mettre tout ça en place dès septembre. Et juste, moi, je voudrais faire un petit retour de témoignage de quelque chose qui m'a particulièrement marqué, choqué, je ne sais pas comment le dire, là, sur la période Covid qu'on a traversée. Donc, lors du premier confinement, les établissements étaient fermés. Comme vous le savez, quand ils ont réouvert, moi, j'ai fait le tour je suis allé voir dans 2-3 établissements le jour de la réouverture. Donc, il y avait des tout petits effectifs, hein, vous vous souvenez, c'était que les 6e, 5e... en demi-jauge, voilà. Donc je suis allée voir sur 2-3 établissements comment ça se passait. Et en cuisine,
vous avez préparé normalement pour les enfants qui étaient là. Tout a été mangé, mais de manière absolument hallucinante. Et le retour que faisaient les collègues en cuisine, c'était qu'une majorité de ces enfants-là, et on est en milieu rural, on imagine un rapport facile à la terre, au territoire, à la nourriture, leur avaient dit que c'était le premier repas chaud, assis qu'ils prenaient en 2 mois. Voilà. Donc ça donne aussi la mesure de la responsabilité qui est la nôtre et qui est la vôtre, effectivement, dans ces temps de restauration. Donc, et un autre point plus léger, je pense qu'il y a un indicateur toujours très intéressant dans les établissements scolaires, c'est de savoir combien d'enseignants restent manger à la cantine. Voilà. Ça, c'est quand même... parce que les enfants, effectivement, ils ont en collège pas trop le choix. En lycée, ils l'ont plus, mais en collège, ils ne l'ont pas. 95% en entre. Voilà. Et ce n'était pas 95% au mois de janvier. C'était 5%. Voilà. Aurélie, tu veux répondre sur l'aspect santé, sur la question du monsieur, sur l'aspect santé? Oui, alors je voudrais dire qu'effectivement, toute cette partie animation, accompagnement des mangeurs, ça reste pour nous vraiment quelque chose qu'on souhaite développer, hein, mais bon, voilà, on ne peut pas se démultiplier. En tous les cas, donc on a plein d'idées en tête pour développer ça. Ce qu'on essaye de faire, je dirais un peu dans l'urgence, dans l'accompagnement des 100% bio, c'est déjà de mobiliser les enseignants, d'utiliser les espaces, les moments qui existent déjà, les commissions menus, les conseils de la vie santé et citoyenneté, pour prendre le temps d'échanger, de débattre, parce que c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps au moment du repas à échanger avec les collégiens, et en fait ils savent plein de choses, mais je trouve qu'il manque de temps, d'espace pour parler de tout ça et de savoir comment faire. On me dit souvent, mais oui, j'ai envie de faire des choses pour l'environnement, pour la santé, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment m'y prendre. Et ça en 6e. Donc voilà, c'est ça qu'il faut développer, je pense, avec les enseignants. Après, on a travaillé sur des questionnaires. Sur votre question de l'impact santé, alors c'est sûr qu'on aurait pu faire des bilans sanguins, faire des analyses d'urine au démarrage des 100% bio et le faire après, mais bon, c'est pas possible. En tous les cas, forcément, dans la démarche, comme disait Nicolas, en 100% fait maison, on sait ce qu'on met, hein, on sait les quantités de sucre, on sait qu'on met des huiles qui ne sont pas raffinées, des odorisées, qui contiennent des oméga 3. Il y a eu la formation en cuisine qui montre aussi que les assaisonnements, on ne les laisse pas en pleine lumière et à l'air libre pendant 3 jours pour ne pas abîmer ces acides gras. Donc voilà, on est vraiment sur de l'optimisation nutritionnelle dans tout ce qu'on fait. Bon, ça ne peut qu'être bien. Moi, l'impact que je vois, par contre, j'ai de plus en plus de demandes sur des collèges avec des sections sport, où il y a notamment des goûters, avec des goûters hyper sucrés, suremballés, etc. Donc là, je pense qu'on va le mettre en place à la rentrée, mais je pense qu'effectivement, on va avoir des effets, puisqu'on le voit assez vite. Et je pense qu'on pourra le voir aussi, notamment à Nontron, qui est une cité scolaire, donc c'est collège-lycée avec un internat, où il y a eu un travail de fait sur les petits déjeuners, avec des petits déjeuners riches en protéines et en lipides et pauvres en sucre, genre Choc-à-Pic, Miel Pops et compagnie, qu'on a écarté. Parce que ça existe en bio, hein, quand même, il faut le dire. Et voilà, de remettre des œufs, du fromage, du pain plus complet. Donc peut-être ça, avec les enseignants, on pourrait en discuter sur comment se passe la matinée. Hein, Mais bon, toi, tu as eu un retour aussi par rapport à ça. Oui, les petits déj, ouais, on leur fait la centrifugée, des jus de pommes, des jus d'orange, du bacon de temps en temps, des œufs. Ils sont contents. Des noix. Ils sont en forme pour la journée, ils commencent bien la journée. On leur fait aussi le goûter l'après-midi. Toujours un petit moment de plaisir pour eux, quoi. Donc voilà. C'est plaisir, on leur fait plaisir. Là, j'ai 2 questions, mais peut-être qu'avant, il y a une intervention santé, c'est ça, Aline? Ou tu as une question?
Oui. C'est plus un témoignage. Moi, ce que je constate, c'est qu'en restauration primaire, la restauration primaire, elle a quand même plus vite évolué sur le bio. Que maintenant, il y a quand même beaucoup de familles qui ont un niveau de connaissance aussi avancé sur le bio et qui vont dans cette démarche-là. Donc les enfants, là, on les éduque depuis plusieurs années aux impacts sur l'environnement. Et quand ils arrivent au collège, où là, on a du coup beaucoup plus de retard sur la démarche, eh bien, il y en a aussi beaucoup qui témoignent que c'était bon en primaire, c'est bon à la maison, mais qu'au collège, on n'y est pas encore, quoi. Donc, pour tous ceux-là qui sont aussi des gens en avance, il ne faut pas traîner, quoi. Il est temps d'y aller au niveau des départements et des collèges. Voilà. C'était la question sur le tarif, c'était ça. Alors, le tarif en Dordogne, il est unique. En forfait, on a fait un forfait 4 jours, un forfait 5 jours. Et du coup, ce n'est pas les établissements qui l'arrêtent. Pour les collèges publics, s'entend. Donc, c'est 2,70 par repas. Je me souviens plus. Je vais pas vous dire. Je vais vous dire des bêtises si je passe sur le forfait internat, etc. Parce qu'on en a. Nous peu en collège, c'est plutôt les lycées qui en ont, donc je le maîtrise moins. Et avec un engagement du coup là de passer le repas à 1 €. Ah mais c'est au-delà c'est pas une question de subvention. Pour nous, la subvention, c'est une prise en charge par le département du coût d'une restauration collective bio, locale, faite maison et de saison. Bah, vraiment, effectivement, c'est ça. Ouais. Elle règle l'établissement. Juste pour vous rassurer, parce que tant que ce positionnement politique n'était pas posé, la maîtrise du coût a été assurée à Belvès, à Montpont et à Nontron. En sachant qu'à chaque fois, on avait quand même un gestionnaire qui nous donnait un coût. Donc la plupart du temps, c'était... voilà, mais on est toujours resté dans ce coût, au moins, alors pour certaines, dès le départ, parce que l'action avait été menée progressivement, donc on y arrivait plus facilement. De passer de 70 à 100%, ça se fait bien. Pour Nontron, il a fallu écouler un stock, passer en 8 semaines de rien à tout. On est monté de 20, de 30 au début, et puis après, là, ils sont redescendus à 1,80 €, ce qu'on nous demandait. Mais là-dessus, il faut vraiment mettre un vrai prix pour nos producteurs. On protège la santé des enfants et on donne une juste rémunération aux paysans. Il faut arrêter de penser avec une calculette dans la tête là-dessus. Qu'on dépasse pas et qu'on maîtrise un coût. Mais pour moi, ce que je demande à mes amis de l'éducation, c'est qu'on nous donne 2 €, 2,10 € pour faire un plan 100% bio. En dessous, on valorise tout. Et pour répondre aussi au monsieur, tout à l'heure, j'avais oublié, avant qu'on ait commencé, grâce au collectif Les Pieds dans le Plat, avant que j'arrive au département, on avait labellisé par le groupe Écossaire, qui doit être par là, on avait labellisé à peu près une trentaine de communes en bio. Donc là, avec le département qui soutient les communes, je veux dire, en faisant une dizaine par an, je veux dire, ça va faire un très joli nombre de communes qui vont amener une alimentation saine aux enfants. Mais depuis 2007, on est dans la démarche et beaucoup de communes ont suivi après des exemples. Donc moi, ce que je vous dis, c'est passer au moins une commune, un collège, un lycée en 100% bio, bien sûr avec la SKIC, non rien à venir. Mais vous pouvez essayer avec d'autres, vous reviendrez vers la SKIC après, c'est pas grave. Aller jusqu'au 100%, c'est pas pour rien. Aurélie, avec toute l'aide des diététiciennes,
Ils ont construit ce logiciel à table et ça vous quantifie les besoins. Et on se rend compte il n'y a pas besoin de grand chose sur les territoires. Il n'y a pas, pour le territoire de la Dordogne, pour toute la restauration collective, c'est à peine 170 hectares. C'est rien. C'est rien. On se rend compte qu'à 8 hectares, on est autonome en pommes de terre sur la restauration collective. On doit être, rien que les collèges et les lycées, on est à entre 13 et 14 000 repas. C'est rien du tout. C'est juste qu'il faut que des gens se mettent autour de la table et se parlent. L'agriculture, les plateformes, les GAB, et c'est pas grand-chose. Et la chance du collectif et du département, c'est ce logiciel, elle n'en a pas assez parlé, Aurélie, et j'aimerais qu'elle en parle plus. Mais il permet de calculer les besoins territoire par territoire. Et justement, ça déshabille un peu les industriels, mais ça va recréer un tissu industriel sur les départements. Parce qu'il ne faut pas être contre les industriels. Mais il faut être contre les industriels qui voyagent avec l'alimentation. Et je crois que territoire par territoire, c'est une richesse de remettre des industriels, mais qui travaillent à taille humaine. Oui, bonjour, Monsieur Wallick de Initiative Bio-Bretagne, l'interprofession Bio-Bretonne. J'avais une question par rapport au département de la Dordogne. Il y a 2 jours ici, en Ille-et-Vilaine aussi, on a élu de nouveaux élus qui ont fixé à 50% l'objectif de produits bio dans les collèges à la fin du mandat. Quel conseil vous leur donnerez? Le premier conseil, vous avez parlé de sortir des groupements d'achat. Vous auriez un autre conseil à leur donner parce qu'effectivement, il y a une feuille de route à établir pour essayer de remplir ces objectifs des 50% de produits bio, parce qu'ils en sont pas. Ils sont assez loin pour l'instant. C'est une question un peu compliquée parce que ça dépend vraiment de ce qui se passe effectivement sur le territoire. Donc ça nécessite quand même, pour le coup, d'avoir une vraie connaissance. C'est pas forcément le département qui pourrait on pourrait expliquer comment on fait nous. Et là, pour le coup, je vais faire mon Jean-Marc, mais là, c'est vraiment avec la SKIC qu'il faudrait voir ça. Moi, je dirais formation déjà. Audit, formation, mais voilà, là c'est soit il y a les forces vives en interne, soit il va y avoir besoin d'un accompagnement pour savoir de quoi on part. Donc on sait qu'il faut jouer sur les achats, on sait qu'il faut jouer sur la formation, on sait qu'il faut jouer sur la transformation agricole du territoire. Après, en tant que département de la Dordogne, je ne peux pas vous dire, moi, ce qu'il faut que vous fassiez, vous. En revanche, oui, il y a besoin d'un accompagnement. Et donc voilà, vous avez une structure pour le faire. Moi, je pense que quand même, si la Bretagne n'est pas autonome, vu les tonnages de bio que vous nous descendez en Dordogne, il me semble que la plus grosse plateforme de France soit à côté de Rennes. Et vous nous descendez mais des tonnes de trucs, on va bientôt vous les renvoyer parce qu'on essaye d'être autonome et vous allez sûrement passer très vite en bio. Il y a le monsieur là, et après, je crois qu'il y a une dame ici. Ouais. Après, juste, il y a le monsieur avant vous, et c'est bon. Merci. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus genre un témoignage d'amour. Enfin, je trouve que c'est absolument génial ce que vous faites. Ça fait beaucoup de bien d'entendre des expériences qui ont autant de sens que ça. Vous faites autant un travail social qu'un travail environnemental et économique. Enfin, vous redonnez des lettres de noblesse à une catégorie socio-professionnelle qui est déclassée. Vous le faites avec humanité et je trouve ça génial. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'avoir partout des germinales Perrault. Enfin, nous, là, je viens d'un département assez conservateur qui est l'Orne, donc Basse-Normandie, où, par contre, en fait, on essaye de travailler avec d'autres types de leviers. Faut pas... En fait, nous, on s'amuse assez avec les citoyens et l'appui à la définition de politique publique, des groupes de travail avec les citoyens. En fait, les gens en ont envie. Et ça permet de remettre l'alimentation. Enfin, les gens s'en rendent compte très rapidement qu'il y a besoin, en fait, de redonner du sens à leur alimentation de tous les jours. Ils ont envie de manger, de connaître l'agriculteur qui est à côté d'eux. Donc, il y a pas mal, en fait, de travaux qui sont super inspirants et assez faciles à mettre en place au niveau d'un territoire pour faire en sorte que des gens qui n'ont plus l'habitude de se parler se parlent. J'étais il y a 15 jours dans une réunion où
un PNR présentait son étude sur les circuits courts et il y avait une gestionnaire qui râlait parce qu'elle ne trouvait pas de pommes et à côté un producteur de pommes qui râlait parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses pommes, quoi. Et si vous voulez, c'est ces structurations-là dont il y a besoin. Et donc il y a d'autres outils. Il y a des formations d'élus. Il faudrait que Germinal Perrault, je pense, puisse aller former d'autres élus. Ça pourrait être intéressant. Il y a des très chouettes outils comme les greniers d'abondance, une association qui s'appelle les greniers d'abondance, qui ont travaillé sur un calculateur de résilience alimentaire. Ça permet de travailler de se rendre compte qu'en fait, un département, généralement, exporte toute sa production et réimporte toute sa nourriture, ce qui n'a strictement aucun sens. Et ce sont tous ces petits leviers-là qui font que ça permet d'introduire dans la tête des élus la logique absolue de faire travailler la SIC, Nourrir l'avenir, et le collectif Le Pied dans le Plat, qui en fait sont aussi arrivés là parce que là on a l'impression que c'est facile, mais pour avoir un peu bossé avec eux, il y a quand même énormément de bénévolat dedans, et je trouve que c'est ce bénévolat qui fait que ouais, on en est là aujourd'hui, donc bravo, vraiment bravo. Et puis dès que vous avez des supports de com ou quoi que ce soit, je m'en ferai l'étendard, avec plaisir. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment vous avez géré vos recettes végétariennes faites maison, alors que c'est très peu enseigné en école hôtelière. Donc nous avons une superbe diététicienne qui nous fournit des recettes, après des bases qu'on fait évoluer au fur et à mesure avec l'équipe. Voilà. Et via aussi le collectif via EMAP qui nous fournit en recettes. Dis ce que c'est EMAP. Alors, exactement. Non, mais bon, alors c'est pas du tout mes recettes, hein. C'est les recettes du collectif. C'est les recettes. Donc EMAP, c'est un logiciel gratuit porté par le CNFPT qui met. Dis ce que c'est CNFPT. Centre national de la fonction publique, de la formation de la fonction publique territoriale. Donc voilà, on peut s'inscrire librement et on a accès à un certain nombre de recettes qui sont classées en fait. Donc il suffit de sélectionner recettes végétariennes, mais surtout l'intérêt c'est que on peut se mettre en réseau. Donc nous on a une adresse collective et du coup on partage toutes nos recettes. Alors le grand spécialiste c'est Jean-Jacques de Bru, vous avez vu ce matin. Voilà, du coup, chaque cuisinier du collectif va rentrer ses recettes sur EMAP et puis moi, en Dordogne, je peux les sortir et on peut mettre l'effectif et on a la fiche toute prête. Voilà, donc c'est juste que je leur évite de perdre du temps pour qu'ils restent en cuisine et je leur fournis ça, mais c'est pas du tout les miens. Et puis, oui, puis encore une fois, d'échanger. Enfin, maintenant, voilà, on essaye aussi de mettre en place des échanges entre collèges. Donc déjà entre 100% bio, mais pas que. À Nontron, ils ont reçu pas mal de cuisiniers de collège, pardon, j'ai dit chef, de cuisiniers de collège qui sont venus voir et sont venus passer des journées. Et puis entre Montpont, Belvès, Nontron, ils échangent aussi et donc ils partagent. Et puis c'est des chercheurs, quoi, hein, ils testent, ils goûtent, ils essayent, ça marche pas. Et voilà, et puis c'est chaque jour aussi pour maîtriser, pour éviter le gaspillage, maîtriser le coût, ce qui reste, on le réutilise, on fait des galettes. On a une très grande spécialiste des galettes, là, qui est Séverine, au fond de la salle. Et on joue avec les épices, hein. Olivier Rollinger en a parlé ce matin, et puis on fait un test, et puis les élèves, comme c'est en test, c'est pas le plat principal, c'est en test, on leur dit tiens, tu veux goûter, j'ai fait un essai, dis-moi ce que t'en penses. Il y a certains collèges aussi qui ont mis en place des groupes de goûteurs qui viennent à la récréation de 10h goûter les plats, donner leur avis. Et du coup, ah ouais, c'est pas mal. Le lendemain, on en refait pour un plus grand nombre, etc., quoi. Séverine. Mais juste pour revenir sur les recettes végétariennes,
ça fait 15 ans, donc le collectif s'est retrouvé à Midi-Pyrénées, chez Pascalou, là-bas. Mais ça fait 15 ans qu'on le fait sur du temps bénévole. Oui. Hein, donc, ça fait à peu près 25 ans qu'on nous a créés comme des snipers à tuer des bactéries qu'on ne voit pas. Par contre, on a 0 temps de recherche pour travailler sur des plats et baisser les grammages de viande. On l'a toujours fait sur un temps bénévole, 0 rémunération. Et c'est à vous, citoyens, maintenant, de se poser où vont les subventions. Parce qu'elles ne sont pas venues au collectif Les Pieds dans le Plat, elles ne sont pas venues au réseau de formateurs, mais on voit bien qu'il y a des tas d'organismes qui se ramassent du fric. Et nous, on a eu 0 temps de recherche. Moi, j'ai accompagné les 3 100% bio en Dordogne avec 0 temps de recherche. Par contre, il y en a qui ont des salaires entiers sur la restauration collective. On crée au niveau régional des formations sur le gaspillage alimentaire où les porte-monnaies coulent à flot. Et moi, je trouve qu'il faudrait mieux travailler sur la recherche pour savoir ce que les enfants vont manger avec quelques subventions que de le donner à des organismes qui continuent à cultiver le gaspillage alimentaire. Donc réfléchissons bien où on les met. Et la grande force du collectif, c'est nous, on n'est pas là pour ramasser du pognon sur les formations. On fait rentrer un maximum de gens, on reverse une grosse partie sur la SKIC, et nous, on aime la concurrence entre nous. En Dordogne, on va atteindre 6 ou 7 formateurs, parce qu'on n'est pas là. Sinon, on va reproduire exactement le même schéma contre ceux contre qui on est en lutte. Donc on va essayer de rester très humain dans ce qu'on fait. Alors oui. En fait, pour conclure, moi j'ai apprécié vraiment cette journée et merci à vous vraiment. Parce que en fait, alors, le maître mot de tout ça, c'est la confiance. La confiance dans la terre, la confiance dans les humains, je crois que c'est la clé. Dans un monde, justement, où tout est faux, tout est modélisé, enfin plus ou moins, j'exagère, mais en gros, on est dominé quand même par ces multinationales, par ces gens qui sont derrière un clavier et qui vont acheter des tomates, pas des tomates forcément qui sont tout près, mais des tomates qui coûtent le moins cher possible. Alors elles peuvent venir de Hollande, et puis quand une semaine après, les tomates locales seront, elles vont partir en Hollande. Je veux dire, c'est complètement aberrant. Alors je pense que ce qui peut aider toutes ces idées-là, c'est la terre. C'est-à-dire que la terre qui a été gorgée de pesticides, de chimie, de ci, de ça, finalement, je ne sais pas si elle est tellement rentable que ça. Parce que de plus en plus, pour avoir des récoltes, on est obligé de mettre de plus en plus d'intrants. Donc ça coûte de plus en plus cher. Alors finalement, c'est peut-être sur ce plan-là que vous allez gagner. C'est peut-être sur le plan, finalement, du bénéfice, quoi. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Merci. Bonne journée, au revoir.